Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 8 juin 2022. Le Festival international du film d'animation d'Annecy démarre dans 5 jours et pour l'occasion, je reçois Michael Marin, le directeur de Citia, qui organise l'événement. Après 2 années perturbées par le contexte sanitaire, cette édition est particulièrement attendue. Et puis du sport avec le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball qui s'apprête à conclure une très belle saison. Les hommes d'Éric Maté vont retrouver l'Europe après un très bel exercice conclu à 5e place du championnat. Tous les voyants sont donc au vert pour la team Chambé. On commence donc ce journal avec mon invité du soir, Michael Marin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation dans votre emploi du temps que je sais très chargé. Je disais donc, vous êtes le directeur de Citia. Le FIFA 2022 démarre ce lundi. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 5 jours de l'ouverture officielle ? Impatient de retrouver le public, les professionnels, après 2 années effectivement qui ont été difficiles pour nous, même si nous avons répondu présent en 2020 et 2021. Mais oui, impatient de retrouver un public et des professionnels et on sait déjà qu'ils vont être très nombreux. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus là, pendant ces 2 ans ? C'est de voir effectivement tous les professionnels, les stands au marché du film, l'ensemble des salles pleines. Alors on avait l'année dernière fait une édition hybride, on avait retrouvé la salle mais avec beaucoup de contraintes qu'on a un peu oubliées aujourd'hui. Et puis c'est aussi de retrouver le grand public avec les projections plein air sur le paquet par exemple. On aura l'occasion d'en parler. Un mot sur cette édition à venir, c'est un peu l'édition de tous les records. Oui, alors on avait déjà battu le record en 2019 avec plus de 12 000 accrédités. C'est vrai que quand on a préparé cette édition, on connaît le potentiel de la manifestation et l'animation est aussi en pleine explosion au niveau mondial. Et je peux déjà l'annoncer, on devrait encore tutoyer les sommets, voire battre l'édition 2019. Là, on est à 12 500 à peu près, 12 600 accréditations. On a eu l'occasion d'entendre Marcel Jean la semaine dernière sur la programmation dans le journal. Marcel Jean, le directeur artistique. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Tout à l'heure, je vais te poser la question, qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué là, lors de cette période un petit peu compliquée à gérer avec pas mal d'incertitudes ? Ça a été de calibrer, de dimensionner cette manifestation, notamment quand on l'a préparée à l'automne, où on fait notamment des choix et des choix aussi budgétaires. Et puis après, d'un point de vue artistique, mais c'est plutôt une chance. On a eu, et Marcel avec son équipe a dû faire des choix difficiles parce qu'on a eu et quantité et qualité. Et donc ce qui fait qu'on a une programmation pléthorique. On l'avait dit, on a vraiment pensé cette édition comme un feu d'artifice et je crois qu'on va être au rendez-vous. Alors, comme chaque année, plusieurs grands rendez-vous justement à ne pas manquer et une petite nouveauté avec une projection en plein air sur le paquet prévue dès dimanche. Oui, d'habitude, les projections en plein air commencent le lundi jusqu'au samedi soir et on a souhaité, avec l'aide de DreamWorks, puisque ce sera un film de DreamWorks, The Bad Guys, qui sera présenté sur le paquet dès dimanche soir. C'est une première, ça n'était jamais arrivé. Donc on commence avec les Annéciennes, les Annéciens dès dimanche. Je pense qu'il fera beau, j'espère qu'il fera beau et donc la fête devrait être belle. Pourquoi avoir choisi de commencer un petit peu plus tôt ? Pour nous, c'est important. On a accéléré. On a une vraie volonté de faire des activités, d'avoir des dispositifs pour le public local. On a aussi une tournée départementale qui fait que le festival sort des limites d'Annecy, va dans le département avec des films en sélection officielle. Et c'est vrai qu'on a à cœur d'aller au devant du public, d'avoir un programme vraiment spécifique avec des films vraiment dédiés qu'on négocie avec les distributeurs. Donc retrouver le plein air sur le paquet avec une soirée supplémentaire, un écran aussi plein jour qu'on a rajouté, qui viendra en plus, qu'on avait testé. À succès l'année dernière, en 2021, ça a été un gros succès, du coup vous renouvelez l'opération. On renouvelle l'opération, on n'était pas non plus sûr de pouvoir le faire, on l'a su il y a à peu près 15 jours, 3 semaines que ça pouvait être possible, donc on va le faire et ça va nous permettre de faire des séances dès 20h, notamment pour les familles qui ont des enfants en plus bas âge et qui pourront aussi participer à la fête. Quelques autres temps forts pour ce cru 2022 ? Alors d'autres temps forts, oui, le marché du film, qui est aussi important pour nous, pour les professionnels du côté de l'Imperial Palace, des expositions à la médiathèque de Bonlieu autour du film Ma vie de courgette, puisque la Suisse est payée à l'honneur cette année, une exposition aussi Art by Friend autour du travail de Laurent Durieux, qui nous a fait cette très très belle affiche qui rencontre un succès phénoménal, bien évidemment de nombreuses dédicaces qui auront lieu en face de Abbé des Fugues pendant la semaine du festival. Et puis le programme est vraiment pléthorique, de nombreuses avant-premières pour le grand public. Il faut vraiment aller sur notre site annecy.org pour découvrir tout cela.
C'est une fierté d'avoir réussi à passer ce cap. Oui, c'est une vraie fierté. Sans trop de dommages et même en proposant une édition 2022 absolument incroyable. Oui, je crois c'est encore un petit peu tôt pour crier victoire, mais on aura réussi la passe de 3 et c'est vrai qu'on a eu des moments qui n'étaient pas toujours simples, mais on a travaillé, l'équipe que je remercie et félicite a toujours répondu présent. C'est un savoir-faire qu'on a vraiment sur ce territoire, ce savoir-faire il est reconnu au niveau mondial. Donc on en est plutôt fiers de pouvoir participer au développement du territoire et à son rayonnement. Merci beaucoup Michael Marin, on vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour la semaine prochaine et j'ajoute que sur 8 Mont Blanc, on vous proposera des contenus notamment sur nos réseaux sociaux. Merci à vous. On reste dans le domaine de la culture avec une promenade théâtralisée. Cette initiative originale était organisée ce lundi dans les rues d'Annecy. Et pour comprendre, remettons-nous dans le contexte. Au début du XVIIe siècle, Annecy n'est pas encore la Venise des Alpes, mais plutôt la Rome des Alpes. La ville doit son influence religieuse à saint François de Sales, mais aussi à sainte Jeanne de Chantal, moins connue que le prince-évêque de Savoie. Jeanne de Chantal, originaire de Bourgogne, est également un personnage emblématique d'Annecy. Perrine Aubert est partie sur les traces de cette religieuse incarnée par une comédienne. Mais bien sûr, pourquoi cette question? C'est bien à ce moment-là que vous l'avez vue pour la première fois, non? Immersion dans le XVIIe siècle. La baronne Jeanne de Chantal vient d'arriver à Annecy. Elle retrouve ses dames, mais surtout saint François de Sales. Et avec le Savoyard, il crée un ordre religieux, celui de la Visitation de Sainte Marie. Une manière de renouveler la foi catholique à Annecy. Jeanne de Chantal, donc, elle va, à la mort de saint François de Sales, de facto devenir l'héritière de l'esprit salésien. Et donc, c'est elle qui va vraiment diffuser donc, cet ordre à travers le royaume de France. De son vivant, elle était extrêmement connue. De son vivant, en fait, tout ce qu'elle touche fait objet de reliques. Partout où elle va, en fait, elle déplace les foules. De la cathédrale Saint-Pierre, au lieu des troubles religieux de l'époque, à la porte Perrière, marquant l'arrivée de Jeanne de Chantal, les comédiennes entraînent les visiteurs dans un tourbillon d'histoire, jusqu'à la Maison des Galeries, création de l'ordre religieux. Après Lyon, d'autres visitations vont voir le jour en France, c'est sûr. Alternant scénettes et anecdotes de la guide, l'effet est garanti. Rentrer à l'intérieur des murs, oui, ça montre un deuxième visage d'Annecy, en fait. Oui, c'était très important que je vienne et que je n'arrive pas en retard, effectivement. Et du coup, je prends quelques petites notes, je prends quelques photos et donc pour faire un petit dossier sur cette journée. Ils sont fâchés. Elle s'est sentie trahie par le roi parce qu'il a éloigné sa fille. Une manière de connaître ce personnage emblématique, mais surtout de découvrir Annecy dans un format inhabituel, même pour les comédiennes. Voilà, ça c'était une première de faire aussi dans les rues. On ne savait pas comment ça allait être accueilli par le groupe de visiteurs et puis aussi par les gens qui étaient autour. Et au final, c'était on s'est rendu compte que ça a plu aux gens, ça les a transportés dans l'histoire et je pense qu'ils vont même s'intéresser à être un peu plus curieux de cette histoire. Un spectacle est prévu en septembre pour retracer la vie de cette sainte et surtout la faire connaître encore un peu plus. Des pommes de terre nature comme seul repas, c'est le symbole choisi par des enseignants de Haute-Savoie pour protester contre le coût de la vie chère dans le département. Ce mercredi, ce pique-nique était organisé en ce sens pour dénoncer des loyers toujours plus chers et des logements quasiment inaccessibles. Pour faire face à l'inflation actuelle, ils souhaitent toucher une prime. De son côté, le SNUIPP-FSU 74 se bat pour que la Haute-Savoie soit classée comme zone de vie chère. Je vous propose d'écouter Benjamin Lombard, son co-secrétaire, au micro de Manon Toiti. Des collègues qui se plaignent en fait de vivre dans un département où ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts, malgré qu'on soit fonctionnaire de classe A, qu'on soit Bac+5. Beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à se loger dignement, on ne parvient pas à accéder à la propriété. Et le fait de vivre à côté de la Suisse est un vrai problème pour nombreux d'entre nous. Concrètement, en fait, on commence avec 1 600 €. Et à 1 600 €, quand un bailleur nous demande de gagner 3 fois le loyer, c'est pas possible en Haute-Savoie. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est une prime de vie chère et des logements qui soient plus accessibles, des logements qui soient réservés pour les fonctionnaires à des tarifs abordables. Il y a beaucoup de collègues que ce soit en début de carrière, en fin de carrière, on a des mères célibataires, on a des couples d'enseignants, on a tout un tas de situations variées et c'est toutes ces personnes en fait souffrent de la situation, souffrent du fait que depuis qu'il y a une inflation à cause de la guerre en Ukraine, on souffre de la montée des prix quotidiens. Beaucoup sont obligés de retourner dans des discounts, beaucoup sont obligés de demander de l'aide à leurs parents et c'est pas normal qu'en tant que fonctionnaire enseignant, on soit réduit à demander de l'aide à sa famille pour pouvoir vivre au quotidien.
En bref, et toujours en rapport avec l'éducation, la Haute-Savoie compte aujourd'hui près de 43 000 collégiens. Selon les prévisions, ils seront 4 000 de plus d'ici à 2030. Pour faire face à cette croissance démographique, il devient urgent de construire de nouveaux collèges pour pouvoir alléger certains établissements au bord de la saturation. Un chiffre illustre parfaitement cette situation de surpopulation. 14 collèges de Haute-Savoie accueillent aujourd'hui plus de 750 élèves. Le conseil départemental de Haute-Savoie a donc prévu des investissements à hauteur d'1 milliard d'euros étalés jusqu'en 2028. On écoute Lionel Tardy, vice-président du conseil départemental. Il répond aux questions de Perrine Aubert. En arrivant au mois de juillet de l'année dernière, la nouvelle équipe s'est rendue compte qu'on avait, par rapport à une moyenne nationale de 500 collégiens par collège, on était à plus de 750, qu'on attend 4000 collégiens en plus sur la Haute-Savoie d'ici 2030, donc il faut qu'on soit capable de réduire les effectifs par collège. D'où ce plan d'1 milliard qui est lancé pour la construction de 13 nouveaux collèges et la réhabilitation de 14 collèges existants sur les 49 qu'on a actuellement sur le département. On a des collèges, comme je vous l'ai dit, à plus de 900 élèves. Donc voilà, on aura tendance à mettre en place des nouveaux collèges dans ces zones difficiles pour faire en sorte de baisser les effectifs. Qui dit densité sur des collèges, généralement on est sur des zones denses, donc il faut qu'on trouve des terrains appropriés. Un collège c'est extrêmement long, c'est-à-dire une fois que vous avez réglé la partie foncière, c'est en moyenne 5 ans de construction, donc on sera sur l'horizon 2026-2027 pour ces collèges. Dans le reste de l'actualité, un incendie accidentel est survenu la semaine dernière dans le parking de la Poste à Annecy. Le sinistre qui a causé de dégâts matériels sans faire de victimes a provoqué la fermeture de l'infrastructure pour une durée indéterminée. La ville d'Annecy annonce dans un communiqué que des vérifications des équipements de sécurité vont avoir lieu cette semaine avant une éventuelle réouverture. Du sport à présent avec le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball qui boucle ce mercredi soir contre Saran. Une très belle saison. Les hommes d'Éric Maté vont retrouver la Coupe d'Europe dans quelques mois grâce à une 5e place en Division 1. Les dirigeants tenaient une conférence de presse ce mardi pour dresser le bilan d'un exercice réussi. Voyez ce reportage de Lucas Ruche. À une journée de la fin, Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball a verrouillé la 5e place du championnat synonyme de Coupe d'Europe dès la saison prochaine. L'objectif sportif fixé en début de saison est donc relevé pour tout un club qui retrouve le haut de tableau. Aujourd'hui, on prend le temps de construire les choses. Rien ne se fait dans la précipitation. Tout se fait avec de la sérénité et de la réflexion. Et aujourd'hui, sincèrement, on augmente notre budget encore de 5% la prochaine saison. Après quelques années difficiles, tous les ans, on augmente notre masse salariale de plus de 10%, là, quasiment 15% cette année, parce qu'on avait fait des économies, parce que les temps étaient très durs, etc. Et il y a un moment ou un autre, on ne peut pas avoir de résultat. Après, on joue avec le maintien. Et là, aujourd'hui, on a pu jouer pour se situer en place européenne. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra rejouer avec des places européennes. La réussite de cette belle saison est aussi due à la bonne structuration du club, grâce notamment à l'inauguration l'année dernière de l'Académie, le tout nouveau centre de formation du Team Chambé. On est dans des structures, je pense, assez exceptionnelles ici, que ce soit le phare ou maintenant l'Académie. Nos bureaux sont ici. Le centre de formation s'entraîne quotidiennement ici. C'est notre gymnase, nos bureaux, nos studios pour loger les joueurs du centre de formation. C'est quand même un outil de travail unique et exceptionnel en France. Grâce à cette réussite structurelle, Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball est le seul club avec le Paris Saint-Germain à avoir obtenu le label Or, récompensant les clubs qui développent de la meilleure façon le handball professionnel. Et pour aller jusqu'à la fin de ce journal, je suis en ligne avec Ariane Schmidt, que vous connaissez sous le pseudonyme de Fenouil, qui peut m'accompagner lors de Chronique Cuisine. Ariane, bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors, vous êtes donc la co-organisatrice du festival Qu'est-ce qu'on mange, qui se déroule donc ce samedi et ce dimanche. Première question, comment est-ce qu'il est né, cet événement ? Il est né l'année dernière. On a constitué en fait cette association Cuisiner Demain avec des amis, collègues de ce domaine de l'alimentation durable, avec vraiment l'envie de sensibiliser un maximum les habitants de la région d'Annecy à au mieux manger, au bien manger, etc. Et donc l'année dernière, ça a été un peu compliqué à organiser jusqu'au bout. On ne savait pas si on allait pouvoir faire l'événement avec toutes les histoires de confinement, de jauge, etc. Et on avait réussi à faire une première édition toute fin août. Et donc voilà, l'envie, c'était vraiment de sensibiliser les gens en leur faisant mettre les mains à la pâte un maximum. Donc il y a beaucoup d'ateliers qui sont pratiques où les gens peuvent venir et vraiment, des ateliers autour de la cuisine, du dessin, de dégustation, de table ronde. Il y a vraiment beaucoup de choses. Justement, comment est-ce que ça va se passer très concrètement ?
Alors très concrètement, le festival commence donc samedi à 11 heures. Les ateliers ont lieu entre 11 heures et 18 heures samedi et dimanche. Et on a aussi un marché de producteurs entre 13 heures et 17 heures. Donc l'entrée est libre, vous arrivez sur place et on vous demandera, voilà, on vous montrera le programme si vous ne l'avez pas encore vu. Et vous pourrez vous inscrire sur place aux ateliers. L'entrée est libre, la participation aux ateliers est aussi à prix libre. Voilà, il y aura de la petite restauration sur place, une buvette. Et on a les Oiseaux de Tapage, qui sont une association qui ont monté leur chapiteau sur place, qui nous feront à manger. Voilà. Il s'agit de la 2e édition du festival. Quel retour vous avez eu de l'année dernière, même si ça a été dans des conditions un petit peu compliquées? Eh ben, on était étonnamment surpris. En plus, on a fait ça juste avant la rentrée, donc on ne savait pas au niveau des dates si ça allait coller ou pas. Et on a été très agréablement surpris. On a eu une fréquentation qui était plus élevée que ce qu'on pensait. Les gens ont été vraiment ravis de tous les ateliers auxquels ils ont pu participer. Donc voilà, on a eu envie de le refaire aussi au même endroit, donc sur le terrain de Permaculture, qui est aussi une association annécienne et qui a un grand terrain participatif au pied du Semnoz. Donc voilà, on est en plein air et on est très heureux de voir que la météo est en rendez-vous avec nous et que donc on prévoit un week-end très ensoleillé et très festif. Quel est l'objectif avoué de cette animation, de cette opération? C'est ce que je disais, c'est vraiment la sensibilisation, faire en sorte qu'un maximum de gens, et notamment des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à toutes ces thématiques de manger bien, puissent venir connaître un peu voilà, comment poussent nos légumes, comment faire à manger du mieux qu'on peut. Ouais, vraiment le côté sensibilisation et partage de bonnes pratiques. Voilà, c'est vraiment un moment de rencontre, d'échange qui se veut convivial et vraiment accessible à tous. Merci beaucoup, Ariane Schmidt. Je vous laisse préciser le lieu parce qu'on ne l'a pas fait. Ça va se passer où? Oui, ça se passe donc à Permaculture, c'est dans les hauteurs de Sénaux, vers la route de Saconge. Voilà. Et je préciserai juste aussi que le samedi soir, on a une soirée guinguette avec justement un repas qui sera préparé par les Oiseaux de Tapage et que ça, c'est juste sur réservation. Donc voilà, c'est la seule chose qui est à réserver si vous voulez venir voir. Et vous aurez toutes les infos sur notre site cuisiner-demoin.fr. Merci beaucoup, le message est passé. Samedi 11, dimanche 12. Bon festival! Merci Sébastien. Merci bien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Juste après, un nouvel épisode de Panorama consacré aux planeurs de Chelles-les-Eaux avec Victoria Lopez. Il s'agit là d'une rediffusion. Victoria Lopez que vous retrouverez à 19 h pour la première diffusion de l'émission politique organisée conjointement avec le Dauphiné libéré sur les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.